Ensuite, nous allons passer à la notion d'énergie de liaison d'un noyau atomique. Et nous allons partir de ce tableau formé de deux lignes. Une ligne pour les types de particules. Par exemple, ici, vous avez le proton, le neutron, un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, il est formé par deux protons et deux neutrons liés. Et ici, vous avez deux protons et deux neutrons, ça veut dire les mêmes nucléons, seulement isolés. Lorsque je dis deux protons et deux neutrons, ils sont isolés, ils ne forment pas le noyau. Masse, ici la masse, elle est donnée dans la deuxième ligne. La masse, elle est donnée en unité de masse atomique, U. Alors, pour le proton, voici la masse. Pour le neutron, voici la masse. Pour le noyau d'hélium, He24, 4,001540. Si je considère la masse de deux protons et deux neutrons isolés, 4,031884, ça veut dire, alors l'observation qu'on doit faire ici, c'est que le noyau, la masse du noyau, formé de deux protons et de deux neutrons, elle est inférieure à la masse de ces nucléons isolés. Ici, vous avez 4,00, ici, vous avez 4,03. Donc, j'ai écrit ici que la masse du noyau, il est inférieur du noyau d'hélium, il est inférieur à la masse de deux protons et de deux neutrons isolés. Alors, cette différence de masse entre les nucléons et le noyau qu'ils peuvent former s'appelle, cette différence de masse, elle s'appelle le défaut de masse du noyau. Je peux, par exemple, pour un noyau d'hélium, je peux la calculer de cette façon. Delta M égale 2 fois la masse du proton plus 2 fois la masse du neutron, deux protons et deux neutrons, moins la masse du noyau. Alors j'obtiens, selon les valeurs que j'ai sur le tableau, 0,030, 34, 4 unités de masse atomique. Et c'est une valeur positive parce que la masse des deux protons et des deux neutrons isolés, des nucléons isolés, elle est supérieure à la masse du noyau. Alors, je peux exprimer ce défaut de masse, ce delta M, je peux l'exprimer pour n'importe quel noyau atomique. Expression du défaut de masse d'un noyau quelconque, XZA. Delta M égale. Alors, un noyau quelconque, maintenant on va parler d'une façon générale, il contient Z protons, Z c'est le numéro atomique, Z fois MP, et A moins Z neutrons. Donc A moins Z fois la masse d'un neutron, moins la masse du noyau. Et ce delta M, appelé le défaut de masse, il est toujours positif pour la même raison, c'est que la masse des nucléons isolés, elle est supérieure à la masse du noyau qu'ils peuvent former. Donc, alors j'ai représenté ici, sur cette balance, vous avez ici deux plateaux, l'un contient le noyau d'hélium, l'autre contient les nucléons, les mêmes nucléons, mais pris d'une façon isolée. Alors, observez que la masse de ces nucléons, ou bien la masse du noyau, elle est inférieure à la masse des nucléons isolés. Alors, on peut, ici, à ce niveau, on peut se poser la question, pourquoi cette différence de masse? Pourquoi lorsqu'on passe des nucléons isolés pour former le noyau, il y a une diminution de la masse? Ou bien l'inverse, lorsqu'on passe du noyau aux particules isolées, aux nucléons isolés, il y a une augmentation de la masse. Alors la réponse, elle se trouve dans la relation d'Einstein, ça veut dire l'équivalence masse-énergie, E égale mc carré. Tout simplement parce que lorsqu'on réunit ces particules, ces quatre particules pour former le noyau d'hélium, il y a une fraction de la masse, c'est là, c'est ce delta M, ce défaut de masse, elle va se convertir en énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. C'est une énergie qui sera responsable de la cohésion de ces particules. Donc une masse, elle est transformée en énergie qu'on appelle l'énergie de liaison pour assurer cette réunion, cette cohésion du noyau. Alors ici j'écris
une dissociation du noyau. Ça veut dire le passage dans ce sens. Une dissociation du noyau entraîne ou bien s'accompagne d'un gain de masse ou bien d'un gain de l'énergie. Et l'inverse aussi, dans le cas inverse, lorsque les particules sont réunies pour former le noyau, il y a une perte de masse. Et cette perte de masse, elle se transforme en énergie de liaison. Alors l'énergie, on peut résumer ceci dans cette phrase, l'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'équivalent énergétique de son défaut de masse. Ça veut dire l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse fois C au carré, l'équivalent énergétique selon la relation E égale mc carré. Ça veut dire ce défaut de masse, il se transforme en énergie appelée l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison, donc, selon la relation d'Einstein, c'est delta m fois C au carré. Et puisque delta m il est positif, donc elle est toujours positive. Alors nous allons prendre ici nous allons considérer l'exemple pour du noyau He2,4, ça veut dire du noyau d'hélium, EL. Je vais calculer l'énergie de liaison du noyau d'hélium. Donc l'énergie de liaison, c'est delta M, mais delta M ici, elle est en U. Cette valeur, elle est en U. Donc je dois, pour rester dans le système international, je dois la convertir en kilogrammes pour obtenir l'énergie en joules. Alors pour convertir U en kilogrammes, je dois multiplier par 1,66054 10 puissance moins 27. Ici, j'ai pris 6 chiffres significatifs, multipliés par 3 10 puissance 8 au carré, ça veut dire C au carré en mètres par seconde, donc l'énergie de liaison, elle sera en joules. L'énergie de liaison, voici sa valeur en joules, et pour passer en électronvolts, je dois diviser par 1,620 10 puissance moins 19. Et j'obtiens la valeur en électronvolts. Et pour passer en mégaélectronvolts, je dois diviser par 10 à la puissance 6. Donc j'obtiens l'énergie de liaison du noyau d'hélium, c'est 28,31 mégaélectronvolts. C'est l'énergie qui assure la cohésion de ce noyau d'hélium. Et l'énergie de liaison d'un noyau atomique va nous permettre de définir une autre énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Il est défini ainsi. L'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement l'énergie de liaison du noyau divisé par son nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons qui le constituent. Ou bien, disons que l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison moyenne par nucléon dans un noyau atomique. Alors cette énergie de liaison va nous permettre de comparer la stabilité des noyaux atomiques. Plus cette énergie est élevée, plus le noyau est stable et plus l'énergie est faible, l'énergie de liaison par nucléon, plus le noyau est instable. Alors, instable, ça veut dire il est moins cohérent et il a tendance à se transformer en un autre noyau stable en émettant un rayonnement. Ça veut dire il est plus radioactif. Alors, exemple, prenons cet exemple, He2,4, le noyau d'hélium. L'énergie de liaison, c'est 28,31 mégaélectronvolts. L'énergie de liaison par nucléon, c'est EL divisé par 4, divisé par le nombre de nucléons. Ça donne 7,08 mégaélectronvolts. Ici, l'unité le plus adaptée, c'est le mégaélectronvolt. Alors, prenons ces deux exemples pour comparer quel est le noyau le plus stable. XE, le xénon, c'est 5439, et SR, le strontium, 3894. Alors, pour le premier, l'énergie de liaison, c'est 1157 mégaélectronvolts. Son énergie de liaison par nucléon, c'est EL divisé par 139A, est égal à 8,32 mégaélectronvolts. Le deuxième, EL égale 810,5 mégaélectronvolts, et E égale EL sur 94. C'est 8,62 mégaélectronvolts. Alors, observons que l'énergie de liaison du deuxième, du strontium 94,
elle est supérieure à celle du xénon 139. Donc, le noyau de strontium 94, il est plus stable que Xe 139. Même si on peut observer que EL égale 1157, l'énergie de liaison elle est supérieure à celle-ci. Mais pour chercher le noyau le plus stable, il ne faut pas comparer les énergies de liaison. Il faut comparer les énergies de liaison par nucléon. Parce que même si celle-ci est grande, mais elle concerne 139 nucléons. Celle-ci est un peu plus faible, mais elle ne concerne que 94 nucléons. Donc il faut voir ce qui se passe pour l'énergie de liaison par nucléon pour pouvoir connaître quel est le noyau atomique le plus stable. Donc cette énergie de liaison par nucléon d'un noyau atomique, elle va nous permettre de comparer la stabilité de tous les noyaux atomiques. Et ceci en dressant une courbe qu'on appelle la courbe d'Aston, sur laquelle alors cette courbe elle est obtenue en représentant l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masses du noyau atomique. Alors chaque point ici de la courbe représente un noyau atomique par son énergie de liaison par nucléon en ordonnée et A en abscisse. Par exemple, H12, alors l'hydrogène H12, 2 en abscisse, c'est la valeur de A, et 1, un peu plus que 1 mégaélectronvolt, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Par exemple, le fer 56. 56, c'est l'abscisse, c'est la valeur de A, et l'énergie de liaison par nucléon, c'est à peu près 8,8, très proche de 9. L'uranium 238, l'abscisse c'est 238, et l'ordonnée, il est entre 7 et 8. Alors, en reliant ces points, on trouve la courbe, on obtient la courbe d'Aston. Alors, cette courbe, on peut la trouver soit sous cette forme, EL sur A en fonction de A, soit sous cette forme, moins EL sur A en fonction de A. Et cette fois-ci, toutes les valeurs seront négatives, parce que moins EL sur A, il est toujours négative. Et on obtient une courbe inversée par rapport à la première. Mais ici, je vous montre les deux pour vous initier aux deux. Ça veut dire qu'on peut se trouver devant cette forme ou bien cette forme. Et le même raisonnement, le raisonnement que l'on va faire sur la première, c'est le même que l'on doit faire pour la deuxième parce que c'est la même courbe. Alors, on va raisonner sur la première. D'abord, observons que cette courbe, elle est formée à peu près, on peut la diviser en 3 parties. Une partie centrale, une partie de droite, une partie de gauche. Alors d'abord, on a dit que plus le noyau est stable, plus son énergie de liaison par nucléon est forte, est élevée. Donc, selon cette courbe, l'énergie de liaison par nucléon la plus grande, elle est située ici, ça veut dire au voisinage du fer, 56. Entre A égale 56 et A égale à peu près 60. C'est la zone où se trouvent les noyaux les plus stables. À droite et à gauche, ce sont les noyaux les moins stables. Et surtout à gauche, où se trouvent des noyaux très fragiles, très instables, parce que leur énergie de liaison par nucléon, elle est très faible. Alors, un noyau se trouvant soit à droite, soit à gauche de cette zone, il a tendance à, s'il se transforme, il va se transformer en des noyaux plus stables. Ça veut dire des noyaux qui se trouvent en dessus, ça veut dire un peu en haut, ça veut dire des noyaux plus stables. Par exemple, d'abord, d'une manière générale, lorsqu'un noyau se transforme, il se transforme en un noyau qui est un peu plus haut et l'énergie de liaison par nucléon, elle va augmenter. Et selon la relation d'Einstein, si l'énergie de liaison a augmenté, ça veut dire
il y a apparition de l'énergie de liaison par nucléon, mais il y a une perte de masse. Ça veut dire que le système a perdu de la masse. Et lors de ces transformations, on va obtenir des noyaux un peu de masse un peu plus faible. Et en général, ces transformations s'accompagnent d'une libération de l'énergie vers le milieu extérieur. Alors ici, on va se trouver devant deux possibilités, deux situations sont possibles. Soit qu'on est à droite de cette zone des noyaux stables, soit qu'on est à gauche de cette zone. Alors si on est à droite, on est dans le cas des noyaux très lourds, ça veut dire qui ont les valeurs de A très fortes. Alors dans ce cas, il se passe ce qu'on appelle une fission nucléaire. Alors une fission nucléaire, c'est quoi? C'est la division d'un noyau en deux noyaux plus légers. Exemple, le noyau U238 il est il est relativement instable et il va se transformer en deux noyaux qui sont un peu plus stables, qui se trouvent un peu plus haut sur la courbe d'Aston. Et ça s'appelle une fission. Alors une fission, c'est une division. Le noyau U92-238, bombardé par un neutron, on le bombarde on projette un neutron sur ce noyau. Alors ce noyau, il se transforme en strontium 94 et xénon 140. Ça veut dire en deux noyaux plus légers et deux neutrons. Et toujours dans ces réactions, il y a la conservation du nombre de la charge et la conservation du nombre de masse. Ça veut dire 238 plus 1 égale 94 plus 140 plus 2 fois 1. Et on doit vérifier que 92 plus 0 est égal à 38 plus 54 plus 2 fois 0. Ce sont les deux lois de conservation précédemment utilisées. Alors ceci pour la partie de droite. Il se passe une fission et un noyau qui subit une fission, par exemple ici l'uranium, on dit qu'il est fissile. Ça veut dire qu'il peut subir une fission. Deuxième cas, si on se trouve à gauche de cette zone des noyaux stables, on va se trouver devant une autre réaction nucléaire, ça s'appelle la fusion, dans laquelle deux noyaux légers se fusionnent, ça veut dire se réunissent pour donner un noyau un peu plus lourd, un peu qui se trouve sur la courbe d'Aston, un peu plus haut, ça veut dire il est plus stable. Et la fusion, par définition, c'est la réunion de deux noyaux en un seul plus lourd. J'ai ici deux exemples, H12 plus H12, deux noyaux légers vont former H13 qui est un peu plus lourd. Regardez, observez A3, ici 2, plus un proton. Observez aussi la conservation de Z, de la conservation de la charge, 1 plus 1 égale 1 plus 1. La conservation du nombre de masse 2 plus 2 égale 3 plus 1. Aussi, un deuxième exemple, He23 plus He23 donne He24. On obtient un noyau un peu plus lourd, plus 2 protons. 2 plus 2 égale 2 plus 2. 3 plus 3 égale 4 plus 2. Alors, deux cas, la fission nucléaire et la fusion nucléaire, ce sont des transformations qui tendent à former des noyaux instables, des noyaux plus stables, mais toujours avec un dégagement, une libération de l'énergie vers le milieu extérieur.